Et à 9h30, démarrage du débat de Direct Gestion en compagnie de deux invités, mes deux invités ce matin. Olivier Guillou, gérant chez Ecofi Investissement. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Et Isabelle Hénos, directrice adjointe de la gestion sous mandat de B Capital. Bonjour Isabelle. Bonjour monsieur. Alors vous avez entendu l'édito, sans grande surprise, focus sur le pétrole, les raisons de cette chute qui n'en finit pas. On est très très loin des théories du peak oil qui avaient animé l'année 2008. On sentait qu'on était sur la fin, on n'allait plus avoir de pétrole et puis on s'aperçoit quelques années plus tard avec ce fameux gaz de schiste, eh bien on croule littéralement sous les stocks. Alors que la planète en consomme de moins en moins, en tout cas que la croissance se tarit, du coup, chute des prix du pétrole. Votre analyse, votre commentaire sur cette chute du pétrole, que ce soit le WTI ou le Brent, Olivier Guillou. En fait, une partie de la baisse ces derniers trimestres était liée aussi à des facteurs géopolitiques, que ce soit en Russie ou en Arabie, avec l'alliance américaine qui était un peu en retrait. Donc on a eu un amorçage de la baisse. Après, on a un ajustement, vous parliez tout à l'heure de prix d'équilibre autour de 60. Là, on a vraiment une situation particulière qui est liée à la Chine. Donc on a un peu d'incertitude, mais globalement, on reste sur un régime où effectivement le prix du pétrole, on anticipe une stabilité entre 50 et 60 dollars pour les prochains 12 mois. Oui, en tout cas, on s'en est même éloigné de cette limite 50-60 dollars. On est plus proche aujourd'hui des 40 dollars et ça pourrait même aller plus bas. Les stocks aux États-Unis sont pleins et on ne voit pas en fait ce qui pourrait freiner la baisse pour l'instant, puisque, je le disais dans l'édito, la planète n'a jamais autant foré. En tout cas, on trouve des gisements partout. Les Américains s'y mettent. L'Iran revient sur le marché. L'Arabie Saoudite et les pays de l'OPEP n'ont pas freiné leur production. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'on va voir, on va assister à un nouvel effondrement effectivement des prix du baril ou on sera en train d'attendre un plancher à 40 dollars? C'est difficile à dire, mais effectivement, on a un certain nombre d'éléments qui viennent je dirais, s'ajouter petit à petit et qui appuient sur le cours du pétrole. Donc effectivement, une offre qui est historiquement élevée. La production mondiale est sur une production jour qui est historiquement élevée au-delà de 32 milliards de barils par jour, alors qu'on s'était plutôt fixé déjà autour de 30. Alors il y a un certain nombre de phénomènes qui l'expliquent. Donc effectivement, le pétrole de schiste aux États-Unis qui est abondant, dont on aurait pu penser qu'il aurait été un peu limité avec un certain nombre de faillites depuis le début de l'année, avec ses cours assez faibles. Finalement, on voit que ça résiste assez bien et qu'on a plutôt des sociétés qui ajustent leur coût de production à ce phénomène de prix bas. Donc effectivement, on a parallèlement l'Iran qui va revenir sur le marché, donc qui va accroître les volumes. Et puis également ce phénomène géopolitique où on est plutôt avec l'OPEP, avec la volonté de continuer à inonder le marché pour affaiblir quelque part des concurrents. Et face à ça, on a une croissance mondiale en berne et une demande chinoise qui fait que s'affaiblir. Donc tout ça milite en faveur de cours du pétrole qui vont rester bas. À savoir s'ils vont baisser beaucoup plus que ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est difficile à dire, mais en tous les cas, il n'y a pas de raison sur le court terme de voir un rebond significatif, en tous les cas dans les prochains mois. Et effectivement, changement de paradigme, changement de braquet dans la croissance mondiale, on l'a signalé, on voit que cette Chine inquiète, vous nous le disiez tout à l'heure, Olivier Guillou, du coup une planète finalement moins énergivore, mais énergivore notamment la Chine qui a tiré l'ensemble des matières premières. Aujourd'hui c'est un petit peu moins le cas. Il y a quand même un impact sur le marché, c'est notamment sur les valeurs pétrolières. Du côté action, on le voit très bien, sur des valeurs françaises, Valorec, Technip, CGG, qui ont beaucoup baissé. Également sur le marché obligataire, est-ce que selon vous il peut y avoir un risque de krach obligataire sur ces marchés liés aux valeurs pétrolières? Non, je ne crois pas, puisque la capacité de financement des entreprises reste intacte, même si les plans sont revus, mais globalement, non, je ne pense pas. Après, il y a certaines valeurs qui... il faut regarder les bilans, le niveau de cash, mais il y a certaines valeurs qui sont quand même relativement impactées. Et il y a une certaine défiance des investisseurs par rapport à ces titres. Donc effectivement, c'est un peu plus chahuté. Mais globalement, si le scénario qu'on évoque sur une perspective à plus long terme se met en place, avec une stabilité, un retour dans la bande de fluctuation que j'évoquais, et une moindre volatilité, et moins de tension sur la Chine à court terme, on devrait retrouver une forme
de retour vers des cours plus sereins. Ouais, la Chine, hein, justement, qui a inquiété. On avait un été presque tranquille, avec une belle remontée fin juillet, en tout cas sur toutes les places européennes. Et puis on a eu ces dévaluations surprises. Vous nous disiez tout à l'heure dans l'émission Direct Marché, Isabelle, que la Chine avait peut-être anticipé ce qui allait se passer sur les taux du côté de la Fed. On sait que le yuan est pégé au dollar. Évidemment, s'il y a une remontée des taux du côté de la Fed, eh bien, le yuan en pâtirait. Du coup, la Chine peut-être anticipait un mouvement dès septembre. Oui, je pense qu'il y avait cette, euh, cette échéance des prochaines semaines sur un relèvement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale qui a sans doute fait que le mouvement, après les annonces du FMI d'un report d'un an de la devise dans le panier du DTS, des droits de tirage spéciaux, et cette échéance un peu plus certaine sur les dernières semaines d'un relèvement en septembre, a sans doute précipité un petit peu cette annonce de dévaluation. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que le yuan s'était quand même extrêmement réévalué par rapport à l'ensemble des devises émergentes autour d'elle et par rapport aux autres devises. Donc je pense qu'il y avait une nécessité, au vu des éléments économiques et notamment les éléments économiques récents, de faire quelque chose pour redynamiser un petit peu la croissance économique du pays. On avait une production, des exportations qui avaient chuté de 8% sur le dernier mois. On a une production industrielle qui s'est quand même affichée à 6% alors qu'on attendait 6,6%. Donc on voit quand même qu'il y a il y a une combinaison d'éléments qui, en Chine, fait qu'on a une fragilisation de l'économie. Il y avait la nécessité pour les autorités de redynamiser un petit peu tout ça et d'intervenir assez rapidement. Et en appliquant effectivement les vieilles recettes, hein, finalement, on dirait. On sait que la Chine a quand même une tradition interventionniste. On affiche toujours une croissance à 7%, mais certains chiffres sont en train de sortir comme quoi elle serait plus proche de 6%, voire moins. Est-ce que ça peut avoir un impact justement sur les marchés? Pourquoi il y a eu une surréaction finalement à propos de cette dévaluation? C'est clairement effectivement une incertitude sur la qualité des statistiques, même si c'est pas nouveau. Mais au-delà de ça, c'est vrai que le dernier mois, on a eu une baisse de la production industrielle, donc les chiffres, la tendance à court terme était très très mauvaise, et donc il y avait probablement une fenêtre de tir, comme l'a évoqué Isabelle, pour intervenir, pour essayer de casser ce lien entre le dollar et le yuan, et donc probablement, c'était pas le meilleur timing, mais il y avait une nécessité de le faire maintenant en tout cas. Parce que c'est intervenu dans un creux, pas de marché, mais un creux en tout cas au niveau des volumes, hein. Isabelle, vous êtes restée sur le pont chez B Capital pour suivre ces marchés. Partir en vacances après, on vous fait confiance. En tout cas, c'est vrai que c'était une semaine extrêmement tranquille quand on a eu cette annonce, et du coup, forcément, ça décale d'autant plus vite. Oui, effectivement, on sortait des publications de résultats, donc on avait je dirais, la fin du mois d'août qui était avec peu de données en dehors des statistiques économiques qui allaient être publiées. Donc effectivement, ça a sans doute secoué un petit peu dans un marché qui était un petit peu moins, avec des volumes un peu moins importants. On avait quand même eu des volumes assez élevés jusqu'à la fin de la première semaine d'août en comparaison des autres années. Donc effectivement, ça a surpris un peu les investisseurs. Et puis ça crée effectivement de l'incertitude, et c'est ce dont le marché a le moins besoin. On se posait beaucoup de questions sur la Chine, donc forcément ça fait qu'on s'en pose encore plus, parce que si les autorités interviennent comme ça, c'est sans doute que les perspectives qu'elles ont pour les prochains mois se sont peut-être encore plus dégradées que celles qui sont affichées jusqu'à présent. Donc voilà, donc peut-être aussi que derrière, comme on voit qu'il y a beaucoup de discussions sur le calendrier de remontée des taux d'intérêt aux États-Unis, qu'il y a aussi la volonté peut-être de pousser un petit peu la Réserve fédérale à reporter son timing de hausse des taux d'intérêt. Donc est-ce qu'ils y parviendront? Rien n'est moins sûr, mais en tous les cas, il y avait cette volonté peut-être de mettre la Réserve fédérale dans un corner. Ouais. Et puis c'était aussi un catalyseur peut-être pour une prise de bénéfices, parce que c'est vrai qu'il n'y a plus tellement de carburant maintenant pour alimenter la hausse. Ça y est, le dossier grec est plutôt derrière nous. Je pense qu'on va en reparler à la rentrée. Le Bundestag est en train de voter depuis 9h ce matin le 3e plan d'aide. Olivier Guillou, finalement on était remonté assez rapidement après cet accord. On avait peut-être besoin de souffler aussi sur les marchés. Oui, je pense aussi que ça a été un prétexte effectivement pour prendre des bénéfices. Donc globalement, il y a un environnement macro qui est un peu plus défavorable, hein, sur la croissance mondiale.
Il y a un impact assez fort, on l'a vu également sur les pays émergents, on parlait des devises des pays émergents, donc là-dessus, Et la question sous-jacente, c'est effectivement au-delà de la dévaluation qu'on a connue récemment, sur le yuan, c'est est-ce qu'on enchaîne sur une guerre d'échange? C'est ça la vraie question, l'incertitude actuelle des marchés en fait. C'est pour ça que je pense qu'à court terme, effectivement, on risque d'avoir un marché qui consolide un peu. Et puis pour franchir l'étape de la Fed à mi-septembre, et puis après on verra sur la fin d'année. Je pense Guerre d'échange, ça veut dire que tout le monde est en train d'essayer d'affaiblir sa monnaie. Directement la Chine ou indirectement l'Europe avec le quantitative easing. Finalement, les seuls qui résistent, et on a l'impression qu'ils s'en fichent un peu, c'est le roi dollar, c'est-à-dire les États-Unis. Oui, oui, c'est exactement ça, sauf qu'on l'avait évoqué, une partie de l'industrie américaine avait évoqué quand même le niveau de la parité euro-dollar au printemps, et donc les guerres d'échange, ça a des implications assez fortes sur les équilibres et les tensions internationales, et donc c'est pas un environnement qui est totalement favorable, même s'il y a des opportunités sur les marchés financiers. En Europe, on a bien profité. Mais c'est vrai que ce n'est pas un environnement qui permet d'avoir une visibilité sur du plus long terme. Alors en Europe, on a eu longtemps une monnaie extrêmement forte, puisqu'on était à 1,40 il n'y a pas si longtemps. L'an dernier, 1,40, 1,35, ça a baissé rapidement, moins 20% cette année. C'est vrai que ça a profité aux grands groupes européens. Pour autant, en guerre d'échange, si tout le monde se met à dévaluer sa monnaie, il n'y a que des perdants. Des perdants, après il y aura toujours en relatif quelqu'un qui gagnera un petit peu plus, mais c'est vrai que en tous les cas la situation qui se passe depuis le début de l'année, elle n'est pas non plus $1 pour les États-Unis. Alors effectivement le roi dollar, mais déjà les marchés sont beaucoup mieux valorisés aux États-Unis. Donc la dévaluation, elle va sans doute toucher un peu plus l'Europe que réellement que le dollar. Et puis après, faut pas oublier que sur les publications de résultats qu'on a eues là, on a quand même par rapport à l'année dernière des publications pas en termes de croissance de bénéfices, mais en termes de chiffre d'affaires, un niveau de bonne surprise qui est quand même moins important que ce qu'il a été en 2014. On avait à peu près en 2014 70% des entreprises qui publiaient un chiffre d'affaires au-delà des attentes. On est plutôt sur un taux autour de 50-55 et cette différence, elle s'explique exclusivement par la vigueur du dollar. Donc on voit quand même qu'il y a un impact dollar qui est négatif pour les entreprises américaines. Ce qu'on trouve du côté favorable sur les entreprises européennes, on le retrouve du côté défavorables sur les entreprises américaines. Donc après, elles ont une capacité à continuer à délivrer en termes de croissance de bénéfices. Il y a aussi beaucoup de rachats d'actions sur le marché américain. Mais effectivement, ça touche quand même le chiffre d'affaires de façon assez importante. Après, il faut toujours regarder dans le détail parce qu'on voit quand même qu'il y a un certain nombre de groupes qui justifient peut-être tout par le dollar et il y a peut-être pas, le dollar n'explique pas forcément tout. Et néanmoins, on a l'impression quand même que ça va mieux, c'est-à-dire que la Chine ralentit certes, mais ça va quand même un petit peu mieux aux États-Unis. On a eu encore un bon chiffre hier dans des statistiques un peu mitigées. Il y en a une qui n'est pas bonne, c'était avant-hier, indice manufacturier. Hier, la mise en chantier des logements aux États-Unis qui a atteint un pic de 8 ans, supérieur à 1,2 million pour le 4e mois consécutif. Donc ça, c'est plutôt bon, c'est plutôt positif. C'est un signe quand même que l'économie va mieux aux États-Unis. Oui, tout à fait. C'était attendu d'ailleurs, puisque c'est un des relais de croissance du marché américain. Mais effectivement, c'est une bonne nouvelle, puisqu'on a eu un chiffre au plus haut depuis 8 ans. Et donc tout ça va dans le sens de... D'ailleurs, c'est relativement cohérent avec notre analyse du marché américain qui reste, en termes de dynamique de croissance, qui reste un peu le pilier principal pour la croissance mondiale. Ça c'est intéressant, c'est-à-dire que vous êtes positif vous, justement sur ce marché américain ou sur la croissance? Alors, sur la croissance, c'est différent. Oui, tout à fait, sur la croissance plutôt que sur le marché américain. Le marché américain, non, on n'est pas négatif non plus, mais disons qu'en termes relatifs, le marché américain est très bien valorisé. Il a monté principalement sur l'optimisation de bilan, de rachat d'actions et voilà, donc non, on l'a dit, la croissance top line en fait est plutôt négative. Par contre, les marges sont bien tenues, alors qu'on attendait plutôt des marges un peu en retrait, donc ça c'était plutôt positif. Par contre, on reste positif sur la croissance pour le coup second semestre. D'accord, donc croissance en hausse aux États-Unis et vous êtes positif chez Ecofi Investissement. Justement, avec Isabelle Enos, dans un instant, on va parler allocation. Que faut-il faire? À quoi s'attendre à cette rentrée 2015? On en parle avec nos deux invités. Ce sera dans la suite, dans la deuxième partie du débat sur Direct Gestion. À tout de suite.